Il existe une forme de peur que l'artillerie ne produit pas, que les mitrailleuses ne produisent pas, que même les charges banzai hurlantes dans l'obscurité ne produisent pas. Elle est plus silencieuse que tout cela. Elle surgit sans avertissement, sans bruit, parfois même sans le claquement d'un coup de fusil, car le tireur est assez loin pour que la balle arrive avant le son. À un instant, l'homme à vos côtés est là. L'instant d'après, il n'est plus. Et vous ne savez pas d'où c'est venu. Vous ne savez pas si vous êtes le prochain. Vous ne savez pas si bouger améliorera ou empirera les choses. Vous ne savez rien sinon que quelque part, dans une jungle qui semble identique dans toutes les directions, quelque chose vous observe avec une patience infinie et a déjà décidé du moment de votre mort. C'est ce que les snipers japonais ont fait subir aux forces alliées à travers le Pacifique pendant 4 ans. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une histoire de précision, de fusil, d'optique et d'exécution technique du tir à longue distance, eh bien, ce n'en est en fait qu'une partie. La part la plus importante concerne une philosophie militaire spécifique que l'armée impériale japonaise a développée et affinée au fil des décennies, transformant de simples fantassins en une force qui a fondamentalement changé l'expérience de la guerre du Pacifique pour les soldats alliés. Pas seulement sur le plan tactique, sur le plan psychologique, d'une manière qui a suivi les survivants jusque chez eux et les a habités pour le reste de leur vie. Ce récit va couvrir la construction de cette philosophie et ce qu'elle a produit sur des îles et dans des jungles spécifiques, ce qu'il a coûté aux Alliés pour apprendre à y faire face et pourquoi les hommes qui l'ont affrontée l'ont décrite systématiquement et sur chaque théâtre du Pacifique, avec les mêmes mots. Ils appelèrent cela de la chasse. Pas être la cible de tir, être traqué. Il y a une différence, et d'ici la fin de ce récit, vous comprendrez exactement ce que l'on ressentait de l'intérieur. Pour comprendre le sniper japonais, il faut d'abord comprendre ce que l'armée impériale japonaise attendait d'un soldat. Et pour cela, il faut remonter non pas à 1941, ou même aux années 1930, mais à 1882, lorsque le gouvernement Meiji a publié ce que l'on a appelé le rescrit impérial aux soldats et aux marins. Le rescrit n'était pas un manuel tactique, c'était un document moral. Il disait aux soldats japonais ce qu'ils étaient, à un niveau bien plus profond que l'entraînement, le grade ou n'importe quelle situation de combat. Il leur disait que la loyauté envers l'empereur n'était pas une obligation professionnelle, mais spirituelle, que mourir au service n'était pas un sacrifice, mais un accomplissement, que la reddition n'était pas une option parce qu'elle constituait une forme d'autodestruction plus totale que la mort, car la mort laissait l'esprit intact, contrairement à la reddition. Ce document, ou plutôt les décennies d'élaboration culturelle qui se sont développées autour de lui, a produit un type de soldat spécifique, pas nécessairement un meilleur tireur, pas un spécimen physique plus robuste. Un soldat qui percevait les composantes psychologiques du combat différemment des soldats élevés dans les traditions militaires occidentales. La peur de la mort qui limite les actions des soldats, l'instinct rationnel d'autopréservation qui pousse les hommes à chercher un abri, à éviter l'exposition et, finalement, à se rendre lorsque la situation devient manifestement désespérée, tout cela fonctionnait différemment chez un soldat japonais de cette période. Non pas parce que ces instincts étaient absents, mais parce qu'ils avaient été systématiquement subordonnés, dès l'enfance, à quelque chose que la culture valorisait davantage. Les planificateurs militaires américains, australiens et britanniques en 1941 savaient cela de manière abstraite. Ils avaient lu les rapports, ils disposaient des renseignements, ce qu'ils n'avaient pas. Mais c'était une réelle préparation à ce que cette philosophie produisait en pratique, dans une jungle donnée, contre des hommes précis, sur toute la durée de la campagne du Pacifique. Les premières rencontres furent le point de départ de cet apprentissage. L'IJ-A étudiait le tir de précision en tant que discipline militaire spécifique depuis la guerre russo-japonaise de 1904 et 1905. Cette guerre, que le Japon a remportée contre une grande puissance européenne dans un dénouement qui a choqué le monde, a produit une génération d'analystes militaires japonais qui ont étudié chaque élément tactique de la campagne, avec l'attention soutenue de ceux qui comprenaient que la survie de leur pays dépendait de leur capacité à convertir les leçons militaires en doctrine plus vite que leurs ennemis. Ce qu'ils ont remarqué à propos de la guerre russo-japonaise et des conflits européens qu'ils ont observés au cours des décennies suivantes, c'est que l'adresse individuelle à longue distance avait un effet tactique disproportionné, que les calculs conventionnels de force de l'unité ne prenaient pas en compte. Un seul tireur en position camouflée pouvait immobiliser une unité bien plus nombreuse que lui.
Ils pouvaient forcer des décisions de commandement sur le choix des itinéraires et le timing. Ils pouvaient, s'il était correctement positionné, cibler spécifiquement les officiers et les sous-officiers, décapitant le commandement de l'unité d'une manière qui perturbait la coordination bien au-delà de ce que suggérait le décompte individuel des victimes. Ce n'était pas une observation nouvelle. Les armées européennes avaient en fait le même constat et développé leur propre programme de sniper. La différence résidait dans ce que l'IJA a ajouté par-dessus cette adresse au tir. Le programme de sniper de l'IJA, formalisé au cours des années 1930, ne visait pas principalement à produire des hommes capables de tirer avec précision à longue distance. Les programmes européens étaient essentiellement axés sur cela. Le programme de l'IJA visait à produire des hommes capables de disparaître. Le terme formel dans la doctrine militaire japonaise était Sento Teisatsu, reconnaissance de combat, mais l'application pratique allait bien au-delà de la reconnaissance au sens occidental. Les snipers de l'IJA n'étaient pas seulement formés pour tirer et se repositionner, ce qui est la doctrine standard partout, mais pour occuper une position pendant des périodes que l'entraînement militaire occidental considérait comme dépassant le seuil de l'endurance humaine. Des jours, plusieurs jours, dans des positions qui exigeaient une immobilité physique totale, un silence absolu et la suppression de chaque besoin physique et inconfort généré par le corps humain sur cette durée. L'entraînement pour cela était, à tout point de vue, extrême. Les candidats snipers de l'IJA devaient maintenir des positions dissimulées sans mouvement, pendant des périodes qui commençaient par plusieurs heures et s'étendaient progressivement, au fil des mois d'entraînement, à des durées documentées dans les récits d'après-guerre, durées que les officiers de renseignement alliés avaient initialement rejetées comme des exagérations avant que les preuves sur le terrain ne rendent ce rejet impossible. Ils s'entraînaient dans des environnements spécifiques, des environnements de jungle où la densité de la végétation offrait des opportunités de camouflage que les terrains découverts ne permettaient pas. Des environnements où la signature visuelle et sonore d'un homme caché pouvait être réduite, grâce à des techniques et un équipement spécifique, à quelque chose qu'une patrouille se déplaçant dans le même espace à courte portée ne détecterait pas. On leur apprenait à choisir des positions non pas pour des champs de tir optimaux au sens conventionnel, mais pour ce que la doctrine japonaise appelait le point de mise à mort, l'endroit spécifique dans n'importe quel terrain par lequel les forces en mouvement passeraient, où un seul coup de feu aurait un effet tactique maximal et où la position du tireur serait la moins détectable depuis la direction de la réponse ennemie maximale. On leur enseignait la sélection des cibles, pas de tir aléatoire dans une formation, un ciblage spécifique des officiers identifiables par les distinctions d'uniforme, des opérateurs radio reconnaissables à leur équipement, des équipages de mitrailleuses, du personnel médical, d'une manière qui créait un effet secondaire spécifique au-delà de la perte immédiate. Parce qu'une unité qui apprend que ses infirmiers sont ciblés réagit différemment aux victimes, et cette réaction, et l'hésitation avant de porter secours à un blessé, le calcul sur l'exposition, coûte des vies d'une manière qui n'apparaît pas dans le tableau de chasse du sniper, mais qui est réelle et cumulative, et on leur enseignait la patience comme instrument tactique. Pas la patience au sens civil du terme, attendre sans se plaindre, la patience comme outil de combat actif, la compréhension qu'une position cachée gagne de la valeur avec le temps, que plus un tireur reste indétecté, plus les opportunités se présentent, que le mouvement est la cause principale de détection, et que l'immobilité n'est donc pas seulement une technique, mais la discipline centrale de toute la pratique. En 1941, l'IJA avait incorporé cette doctrine dans l'entraînement des unités d'infanterie d'une manière qui allait au-delà du maintien d'un corps de snipers spécialistes séparés. Des fantassins individuels à travers l'IJA étaient formés au camouflage et au tir de précision à un niveau que les forces alliées n'ont pas reconnu initialement comme systématique, car elles cherchaient un corps de spécialistes et trouvaient à la place quelque chose qui semblait réparti dans l'infanterie régulière. C'était, comme le renseignement allié l'a finalement conclu, précisément le but recherché. Le fusil avec lequel ils accomplissaient la majeure partie de cela était l'Arisaka type 99, chambré en 7,7 x 58 mm, et avant cela le plus ancien type 38 en 6,5 x 50 mm. Aucun des deux n'était le fusil de service le plus sophistiqué au monde en 1941. Le type 4,29 était un fusil d'infanterie à verrou robuste, avec une précision correcte aux distances de combat, assez fiable dans les conditions de guerre de jungle du Pacifique, où la boue,
l'humidité et la chaleur créèrent des problèmes d'entretien pour des modèles plus complexes. Ce n'était pas, entre les mains d'un soldat moyen, un instrument de précision de la même manière que l'étaient les fusils de précision allemands conçus à cet effet sur le théâtre européen. Ce que l'IJA a fait avec l'Arisaka, c'est ajouter 2 choses. La première était la lunette de visée télescopique type 97 ou type 99, une optique de grossissement 2,5 qui étendait la portée efficace du tir visé à des distances que les fusils à mire ouverte ne pouvaient atteindre de manière fiable. Un grossissement de 2,5 semble modeste selon les standards modernes. Dans la jungle du Pacifique, où les distances d'engagement se mesuraient fréquemment en dizaines de mètres plutôt qu'en centaines, et où la rare opportunité d'un tir lointain représentait un avantage tactique significatif, le 2,5 était la différence entre un homme visible dans la végétation et un homme invisible. La seconde chose était l'entraînement pour utiliser la combinaison fusil et lunettes d'une manière que les spécifications mécaniques seules ne produisaient pas. Contrôle de la respiration, discipline de la détente, point de visée naturel, technique spécifique pour tirer depuis des positions que l'entraînement classique au tir n'abordait pas, car il supposait une position de tir permettant au tireur de soutenir correctement le fusil et de stabiliser son corps sur une plateforme stable. Les snipers de l'IJA étaient entraînés à tirer depuis des positions qui n'avaient rien de conventionnel. Depuis la canopée d'un arbre de la jungle, suspendu par une corde ou par la propre tension du corps contre les branches, dans des positions tenues pendant des heures avant que le coup ne soit tiré, le corps devait être stable d'une manière qui exigeait un contrôle musculaire bien supérieur à ce que l'entraînement standard développait. L'entraînement pour cela, le conditionnement physique spécifique qui permettait à un homme de tenir une position dans un arbre pendant 6 heures, puis de tirer avec assez de contrôle pour atteindre une cible de taille humaine à 200 mètres. Et c'était la partie du programme de l'IJA que les forces alliées ont initialement eu le plus de mal à croire et ont finalement trouvé le plus dangereux de sous-estimer. Il y avait aussi l'équipement que les forces alliées allaient rencontrer, documenter et finir par redouter à vue. L'équivalent de la tenue de camouflage ghillie utilisée par l'IJA était généralement construit localement à partir de la végétation spécifique à l'environnement opérationnel, ce qui signifiait qu'il était plus efficace qu'un équipement standardisé, car il correspondait exactement à la texture visuelle spécifique du lieu plutôt qu'à une approximation généralisée. Les snipers étaient formés pour fabriquer leur camouflage à partir de matériaux collectés dans la zone d'opération, afin d'intégrer leur position dans l'environnement, plutôt que d'imposer une solution de dissimulation externe. Le résultat, que chaque fantassin allié ayant servi dans le Pacifique peut confirmer par expérience personnelle ou par le témoignage de ses camarades, était une capacité de dissimulation véritablement difficile à détecter à courte distance. Des patrouilles passaient à quelques mètres de position qu'elles n'identifiaient jamais. Des unités établissaient des périmètres qui incluaient, à leur insu, des snipers de l'IJA déjà en place avant l'établissement du périmètre. Des hommes étaient abattus depuis des directions que les recherches ultérieures ne parvenaient pas à expliquer. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'entraînement spécifique, systématique et appliqué sur des années. Mais pour les hommes qui y étaient confrontés pour la première fois en 1942, cela produisait un effet que le mot magie n'est pas tout à fait inadéquat à décrire. La première rencontre majeure qui a produit une documentation alliée complète sur ce à quoi ils étaient confrontés fut Guadalcanal, à partir d'août 1942. Les Marines qui ont débarqué à Guadalcanal avaient l'entraînement. Ils avaient l'équipement. Ils avaient du courage en des quantités que la campagne démontrerait de manière répétée et concluante. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était une doctrine préparée pour le problème tactique spécifique que les snipers de l'IJA créèrent immédiatement pour eux. Le problème n'était pas principalement les pertes, bien que celles-ci soient réelles et cumulatives. Le problème était l'effet sur le comportement de l'unité que la présence de snipers, ou la présence suspectée de snipers, produisait. Une unité qui sait qu'elle est en territoire de sniper se déplace différemment d'une unité qui l'ignore. Elle avance plus lentement, elle utilise davantage de couverts, elle communique différemment, par signaux manuels plutôt que par la voix, car la voix attire l'attention. Elle réagit différemment aux victimes, avec une hésitation avant l'exposition qui, dans certaines situations, est tactiquement correcte, et, dans d'autres, laisse mourir des blessés qui auraient pu être sauvés. Chacun de ces changements de comportement a un coût. Le mouvement ralentit, le tempo chute.
L'avantage d'initiative que crée un mouvement offensif-agressif est réduit ou éliminé. L'attaquant commence à opérer selon les termes du défenseur plutôt que les siens, et dans un terrain de jungle où la visibilité est déjà limitée et où le défenseur a eu le temps de choisir et de préparer ses positions, opérer selon les termes du défenseur est exactement ce que celui-ci recherche. Les rapports de fin de mission du corps des Marines de Guadalcanal documentent les problèmes tactiques spécifiques dès les premières semaines du débarquement. Des patrouilles subissaient des pertes depuis des positions qu'elles ne pouvaient localiser. Les officiers étaient ciblés spécifiquement selon des schémas trop constants pour être des coïncidences. L'effet psychologique sur le moral de l'unité, que les rapports abordent avec le langage prudent des documents militaires officiels, était décrit comme significatif. Ce que les rapports ne capturaient pas pleinement, et ce que les récits personnels des hommes sur place retranscrivent mieux, c'est ce que significatif signifiait en pratique. Cela signifiait des hommes qui avaient été au combat pendant des semaines, qui avaient supporté l'artillerie, les mitrailleuses et les charges Banzai sans craquer, décrivant une peur spécifique, différente de tout cela et, à certains égards, plus difficile à gérer. Parce que l'artillerie et les mitrailleuses sont aveugles, comme le sont les armes industrielles. Elles créent un danger sur une zone. Vous partagez ce danger avec les hommes autour de vous. Vous pouvez répondre collectivement, creuser plus profond, changer de terrain, demander un tir de contre-batterie. La menace a une direction et une source pour laquelle votre entraînement vous donne un cadre de réponse. Un sniper crée une expérience différente. Déjà, la menace est spécifique. Elle sélectionne, elle observe, attend et choisit. Elle ne peut être abordée par une action collective de la même manière, car sa source est invisible, et sa logique, la logique du choix de la cible, semble personnelle, contrairement aux armes impersonnelles. L'homme à côté de vous est vivant, puis il est mort, et la balle est venue de quelque part dans les arbres, et vous ne savez pas quels arbres, et vous ne savez pas si la prochaine est pour vous. Le sergent Mitchell Page, qui recevrait la médaille d'honneur pour ses actions à Guadalcanal, a décrit dans des entretiens d'après-guerre un incident spécifique qui capture cette dynamique. Un sniper harcelait un tronçon de sentier depuis 2 jours. 2 hommes étaient morts. La position avait été fouillée 2 fois sans résultat. Lors de la 3e recherche, un marine a regardé vers le haut plutôt qu'autour de lui et a trouvé la position à 12 mètres au-dessus du sentier, dans un arbre sous lequel les patrouilles étaient passées directement. Le sniper était là depuis au moins 48 heures. Il était mort quand ils l'ont trouvé, tué par un tir d'artillerie tombé assez près. Mais sa présence dans cette position pendant cette durée, invisible malgré des recherches répétées à courte portée, était une démonstration de la capacité d'entraînement à laquelle les Marines commençaient à peine à comprendre qu'ils avaient affaire. Page a déclaré, et c'est la phrase qui marque tous ceux qui lisent son récit, qu'après Guadalcanal, il n'a plus jamais marché sous un arbre de la même manière qu'avant. C'est là l'effet opérationnel durable d'une doctrine de sniper réussie. Pas les victimes individuelles, bien qu'elles soient réelles, mais la modification comportementale permanente de la force survivante. La réponse tactique que les forces alliées ont développée à Guadalcanal et affinée au cours des campagnes suivantes du Pacifique est l'une des histoires d'adaptation militaire les moins célébrées, mais véritablement significatives de la guerre. Elle a nécessité de rejeter une doctrine qui ne fonctionnait pas pour en construire une nouvelle à partir du terrain, ce qui est toujours plus difficile qu'il n'y paraît et prend presque toujours plus de temps que ce que les hommes sur le front peuvent se permettre. Les premières réponses furent celles vers lesquelles toute force militaire se tourne en premier. Des opérations de contre-sniper utilisant leurs propres tireurs d'élite. Des tirs de zone sur les positions suspectes. Une discipline de mouvement plus stricte pour réduire l'exposition. Cela a aidé, mais c'était insuffisant. Les réponses les plus efficaces vinrent des Marines et des soldats, confrontés au problème depuis assez longtemps pour le comprendre de l'intérieur, et qui y appliquèrent la même ingéniosité pratique qui caractérise l'adaptation militaire américaine au niveau des petites unités lorsque l'on fait confiance aux hommes sur le terrain pour trouver ce qui fonctionne. La première adaptation fut doctrinale. Les snipers de l'IGIA utilisaient la patience comme outil principal, ce qui signifiait que les opérations de contre-sniper, tentant d'égaler cette patience dans des rencontres individuelles, se battaient sur le terrain choisi par l'ennemi. L'approche la plus efficace consistait à éliminer les conditions rendant cette patience opérationnellement viable. Un sniper resté dans un arbre pendant 48 heures s'est engagé sur une position. Cet engagement crée une vulnérabilité qu'une force mobile peut exploiter si elle comprend ce qu'elle cherche. La position a été choisie pour ce qu'elle offrait, un champ d'observation spécifique,
un champ de tir précis, un itinéraire d'approche et de départ dissimulé. Comprendre la logique du choix de la position permettait aux forces alliées de prédire où elles se trouveraient, d'approcher depuis des directions non prévues par cette logique, et de maintenir une pression empêchant l'occupation patiente de positions préparées pour les durées qui les rendaient maximalement efficaces. Cela semble simple énoncé comme une doctrine. En pratique, sur des terrains de jungle spécifiques et sur des îles précises, cela exigeait une qualité de réflexion tactique au niveau de l'escouade et du peloton, véritablement difficile à développer et impossible à fabriquer par le seul entraînement. Il fallait des hommes ayant été assez en contact avec les snipers de l'IJA pour avoir intériorisé leur logique en étant à l'autre bout du fusil. Ces hommes n'étaient pas disponibles en nombre en 1942. Ils l'étaient en 1944. Et la différence de performance alliée contre les tactiques de sniper de l'IJA entre ces 2 années reflète cette accumulation d'expériences durement acquises d'une manière que les rapports officiels documentent mais n'expliquent pas totalement. La seconde adaptation majeure fut le développement de ce que les forces américaines appelaient des équipes de snipers, des binômes ou de petits groupes de tireurs désignés opérant spécifiquement pour contrer l'activité des snipers de l'IJA, plutôt que dans le cadre des opérations d'infanterie générale. Les Marines avaient commencé à former des tireurs désignés avant la guerre, mais le programme d'avant-guerre était orienté vers le tir de précision conventionnel à distance connue, non vers l'ensemble spécifique de compétences exigées par les opérations de jungle dans le Pacifique. Le fossé entre ce que l'entraînement d'avant-guerre produisait et ce que l'environnement opérationnel exigeait fut identifié rapidement à Guadalcanal et comblé avec la rapidité dont la culture institutionnelle du corps des Marines est capable lorsqu'elle est à son meilleur. Dès le début de 1943, les Marines avaient d'abord développé un programme de formation pour les Scout Snipers, incorporant directement les leçons de l'expérience de Guadalcanal. Le programme mettait autant l'accent sur le camouflage et le mouvement en jungle que sur le tir, car l'expérience opérationnelle avait démontré que l'adresse sans dissimulation produisait des victimes parmi les contre-snipers plutôt que parmi les cibles. Il insistait sur la patience comme instrument tactique d'une manière que le programme d'avant-guerre n'avait pas prévue, car l'expérience avait prouvé que les snipers de l'IJA, non forcés de bouger, pouvaient maintenir des positions que seule une traque patiente permettait de localiser. Les hommes issus de ce programme et déployés dans les campagnes suivantes du Pacifique opérèrent avec un niveau d'efficacité que les rapports de Bougainville, Just de Nouvelle-Bretagne et des campagnes insulaires ultérieures documentent comme étant nettement supérieurs à ce qui avait été accompli à Guadalcanal. Non pas parce que l'ennemi était devenu moins capable, mais parce que la contre-capacité avait été bâtie à partir de zéro, en utilisant les preuves de l'échec plutôt que les suppositions de la doctrine d'avant-guerre. Le caporal Daniel Cass, un scout sniper de la 1re division de Marines, opéra en Nouvelle-Bretagne fin 1943 et début 1944 dans un rôle de contre-sniper documenté dans les registres des Marines et dans le récit qu'il fit à un historien de combat en 1944. Il décrivit une opération de traque de 3 jours pour localiser et éliminer un sniper de l'IJA qui harcelait une partie du périmètre des Marines depuis 1 semaine, tirant 1 ou 2 coups par jour, mais jamais 2 fois depuis la même position, jamais depuis une position que les recherches pouvaient en situer. Cass et son partenaire passèrent être la première journée à observer le schéma des tirs, les angles d'entrée des balles dans les sacs de sable et le terrain, les heures de la journée, les lignes de végétation cohérentes avec la direction de chaque tir. Ils construisirent une image de la zone dans laquelle le sniper opérait et la logique de sa sélection de position. Le 2e jour, ils s'introduisirent dans cette zone avant l'aube et établirent leur propre position d'observation. L'après-midi du 3e jour, ils identifièrent un changement de position et tirèrent à une distance d'environ 250 mètres. Le sniper de l'IJA qu'ils éliminèrent opérait contre le périmètre des Marines depuis 11 jours. Il avait tiré 23 coups et enregistré 14 touches, dont 9 morts confirmés. Il fut trouvé dans une position qu'un examen ultérieur montra qu'il avait occupée pendant au moins 72 heures consécutives avant sa mort. Il avait 21 ans. Ses effets personnels incluaient des photographies de sa famille et un petit carnet que l'officier de renseignement l'ayant examiné plus tard décrivit comme contenant des registres méticuleux de ses observations, des priorités de cible et des annotations quotidiennes, traduites comme un mélange entre un journal professionnel et un journal intime. Ce détail, le carnet, est celui qui marque ceux qui lisent ce récit.
la combinaison du registre professionnel méticuleux et du journal intime dans le même document. Ce que cela implique sur l'homme à l'intérieur de la position est la personne assise dans un arbre pendant 72 heures, avec un fusil, un carnet et une photo de sa famille, calculant quand et comment tirer le prochain coup. L'île de Peleliu, en septembre 1944, produisit ce que beaucoup de Marines et de soldats présents décrivent comme l'expérience la plus concentrée de la doctrine de sniper de l'EGA de tout le conflit du Pacifique. La première division de Marines débarqua sur Peleliu le 15 septembre 1944, avec un plan opérationnel supposant que l'île serait sécurisée en 4 jours. La garnison japonaise, commandée par le colonel Kunio Nakagawa, avait d'autres projets. Nakagawa avait préparé le terrain de l'île, qui comprenait un système de crête centrale composé de grottes de corail et de calcaire appelé l'Umur Brogol, avec un schéma défensif que les Marines n'avaient jamais rencontré auparavant, et que les 72 jours de combat suivants allaient révéler comme le produit de tout ce que l'IJA avait appris sur la défense contre les assauts amphibies américains depuis Guadalcanal. Les snipers étaient intégrés dans le schéma défensif de l'Umur Brogol de manière non pas accessoire mais structurelle. Le système de crête offrait des centaines de positions surélevées avec des champs de tir croisés sur le terrain que les Marines devaient traverser. Les grottes fournissaient des positions de repli dissimulées d'où les snipers pouvaient rejoindre leur poste de tir et revenir sans exposition. Le terrain de corail et de calcaire rendait la construction de positions de camouflage aisée, car les caractéristiques naturelles elles-mêmes offraient un couvert ne nécessitant aucune amélioration. L'effet sur les opérations des Marines fut immédiat et cumulatif. Tout mouvement en terrain découvert entre les positions de crête était réprimé par les tirs de snipers à un tel point que les commandants de Marines furent contraints de s'appuyer sur les blindés pour des déplacements que l'infanterie aurait autrement effectués seule. Cela ralentit le tempo et créa une vulnérabilité supplémentaire face aux armes anti-chars que Nakagawa avait également intégrées à son dispositif défensif. L'effet psychologique à Peleliu atteignit des niveaux que le commandant de la première division de Marines, le major général William Rupertus, n'avait pas anticipé, et que son rapport de fin de mission aborde dans un langage inhabituellement direct pour une documentation militaire officielle. Il y décrit la menace des snipers comme ayant produit un état de tension psychologique soutenu chez l'infanterie de marine, dépassant tout ce qu'il avait observé lors des opérations précédentes dans le Pacifique et affectant de manière significative l'efficacité au combat des unités d'une façon que les statistiques de perte ne parvenaient pas à retranscrire pleinement. Ce que ce langage signifie en termes pratiques est documenté plus directement dans les récits personnels des hommes présents sur place. Le sergent James Anderson du 1er régiment de Marines a décrit l'expérience de se déplacer en terrain découvert entre les positions de crête comme quelque chose qu'il ne pourrait comparer à aucune autre expérience de sa vie avant ou après la guerre. Non pas à cause du danger physique, qui était extrême, mais à cause de la qualité spécifique de l'attention reçue. Il a déclaré, et voici sa formulation exacte, telle qu'enregistrée par un historien oral du corps des Marines en 1945. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui vous observait et qui avait déjà décidé, et la décision avait déjà été prise avant que vous ne fassiez un geste. Vous ne faisiez que vivre la décision que quelqu'un d'autre avait déjà prise à votre sujet. Cette phrase, ou une variante très proche, apparaît dans les récits d'hommes issus de multiples unités à travers plusieurs campagnes du Pacifique. La formulation précise varie, mais l'expérience qu'elle tente de décrire est constante. Il existe des témoignages individuels documentés provenant de snipers japonais du côté de l'IJA ayant survécu à la guerre, conservés dans des registres, des journaux intimes et des témoignages d'après-guerre. Ils offrent une perspective que les récits alliés seuls ne peuvent fournir, la vue depuis l'intérieur de la position. Le soldat Matsushiro Abe a servi dans la 2e division à Guadalcanal puis en Nouvelle-Géorgie. Son journal, retrouvé après sa mort en 1943 et traduit par les services de renseignement alliés, fut l'un des premiers documents à donner aux analystes américains un aperçu détaillé de l'entraînement spécifique et de la doctrine opérationnelle auquel il faisait face. Ce que le journal révèle, au-delà des entrées tactiques qui intéressaient principalement les analystes du renseignement, est un portrait de l'expérience de la position qui mérite d'être compris selon ses propres termes. Abe écrit sur la qualité de l'attention requise pour maintenir une position camouflée pendant de longues périodes, d'une manière qui n'est pas la suppression stoïque de l'inconfort à laquelle ses lecteurs occidentaux auraient pu s'attendre, mais plutôt
un compte-rendu détaillé et spécifique de ce en quoi consiste réellement cette attention. Il décrit l'apprentissage de l'écoute de la jungle de manière à distinguer ces schémas normaux des déviations causées par le mouvement des hommes. Il décrit la discipline spécifique consistant à laisser l'inconfort physique, la soif, la faim, la douleur musculaire et l'activité des insectes exister sans y répondre, non pas en éliminant la sensation de douleur, mais en la plaçant dans un rapport différent vis-à-vis de la prise de décision. L'inconfort est réel, écrit-il. La question est de savoir s'il est autorisé à générer une action. L'entraînement répond à cette question. Il décrit l'expérience d'observer des patrouilles alliées passer à proximité de sa position, assez près pour entendre des conversations individuelles, et la qualité spécifique d'immobilité que cela exigeait. Pas seulement l'absence de mouvement, car l'absence de mouvement est réalisable par la volonté, mais l'absence de la préparation au mouvement, cette tension musculaire qui précède le geste et qui est décelable de près par quelqu'un qui sait quoi chercher. Il avait été entraîné à éliminer cette préparation, à rester dans un état où le mouvement pourrait se produire sans la préparation physique qui le devance habituellement. Il s'agit d'une discipline de conscience corporelle spécifique et sophistiquée qui présente des parallèles avec certaines traditions d'arts martiaux et que le programme de sniper de Li Ji-Hae avait incorporé car l'expérience de terrain de la guerre russo-japonaise et des campagnes mandchoues ultérieures en avaient démontré la valeur opérationnelle. Abe avait 23 ans lorsqu'il était mort. Son journal compte 47 pages. Les analystes du renseignement qui l'ont traduit ont noté dans leur rapport que son contenu était à la fois précieux sur le plan opérationnel et, selon leurs termes, d'une qualité littéraire inattendue. Ce n'était pas ce qu'ils cherchaient, c'était ce qu'ils ont trouvé. La capacité de contre-snipping allié a continué à se développer tout au long des années 1943 et 1944, et au moment des grandes campagnes insulaires de 1944 et 1945, elle avait atteint un niveau d'efficacité que la force de 1942 n'aurait pas reconnu comme issue de la même base institutionnelle. L'armée australienne, qui combattait les forces de l'IJA en Nouvelle-Guinée depuis 1942, a développé une doctrine de contre-snipping en parallèle avec les Américains, et à certains égards en avance sur eux, car le terrain et la durée de la campagne de Nouvelle-Guinée ont produit une expérience opérationnelle sous une forme concentrée que les campagnes de saut d'île en île du Pacifique central répartissaient sur des engagements plus courts. Le 2e 14e bataillon de la force impériale australienne a mis au point ce qui devint connu chez l'infanterie australienne sous le nom de « méthode en 2 étapes ». Ce n'était pas une doctrine formalisée dans un manuel, mais une pratique issue de l'expérience de terrain qui s'est propagée dans le bataillon par la démonstration et le bouche à oreille. La méthode consistait non pas à chercher une position de sniper, mais à la prédire. 2 hommes observaient une portion de terrain où une activité de sniper avait été signalée et cartographiée pour les positions probables en fonction des champs de tir impliqués. Un 3e homme se déplaçait ensuite selon un schéma conçu pour présenter une cible successive à chacune des positions prédites, tandis que les observateurs guettaient les indices de présence. Cela semble clinique. En pratique, le 3e homme marchait dans un terrain où un sniper pouvait se trouver, agissant comme une cible délibérée, confiant dans la capacité des 2 observateurs à identifier la position avant que le sniper n'identifie l'opportunité. La confiance qu'exigeait cet arrangement entre les 3 hommes impliqués est décrite par les vétérans en des termes qui dépassent la simple coopération tactique pour atteindre une forme d'intimité spécifique née du partage d'un risque extrême. Le soldat Thomas Hartley, du 214e, a décrit la première fois qu'il a joué le rôle du 3e homme en Nouvelle-Guinée, en 1943, comme l'expérience la plus terrifiante de son service militaire, incluant un engagement ultérieur à Tarakan en 1945 qui lui valut la médaille militaire. Il a précisé que sa peur n'était pas la peur standard d'être abattu, et homme qu'il avait connu lors d'engagements conventionnels et qu'il savait gérer. C'était autre chose. Il se déplaçait dans un terrain où quelque chose pouvait l'observer, et ce en quoi il plaçait sa confiance n'était ni son propre entraînement, ni sa propre capacité, mais sa foi dans l'aptitude de 2 autres hommes à voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir avant que cette chose invisible ne prenne sa décision à son sujet. Il a décrit cette confiance comme étant, selon ses mots, la confiance la plus totale qu'il ait jamais donnée ou reçue. Plus totale que n'importe quoi dans sa vie civile, avant ou après. Non pas parce que ses relations civiles étaient moins précieuses, mais parce qu'il s'agissait d'un type de confiance différent, le genre que seule une combinaison spécifique de circonstances peut produire. En 1945,
Et lorsqu'il a livré ce témoignage à un correspondant de guerre australien, il a trouvé difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'avait pas été là ce que l'on ressentait à l'intérieur de ces circonstances. Il a dit qu'il cherchait encore les mots justes. Il a ajouté qu'il n'était pas sûr que les mots justes existent dans le vocabulaire dont il disposait. La campagne des Mariannes, en 1944, Saipan, Tinian et Guam a présenté un défi de sniper de l'IJA d'un caractère différent des campagnes précédentes, car le terrain était différent et les commandants de garnison avaient bénéficié de l'observation de ce qui avait fonctionné ou non auparavant. À Saipan, hier les snipers de l'IJA furent intégrés au dispositif défensif de manière à cibler spécifiquement l'infrastructure américaine de commandement et de communication plutôt que la masse de l'infanterie. Les officiers furent visés avec une telle constance que le taux de perte chez les officiers de Marines à Saipan dépassa le taux de perte global de l'infanterie, forçant des décisions de commandement tactique à être prises par des hommes qui ne s'y attendaient pas mais ne se rendent pas. Le ciblage spécifique du personnel des communications, des opérateurs radio et des hommes transportant l'équipement permettant la coordination, créa des perturbations qui ralentirent l'avance américaine d'une manière que les chiffres des pertes seuls ne capturent pas. Une unité qui perd son opérateur radio ne perd pas seulement un homme, elle perd sa capacité à demander un appui-feu, à se coordonner avec les unités adjacentes, à recevoir des instructions du commandement supérieur. Le sniper qui élimine l'opérateur radio a accompli un effet tactique disproportionné par rapport à la perte individuelle, un effet que la doctrine de l'IJA avait spécifiquement identifié et que l'entraînement avait intégré. Les rapports de mission des Marines à Saipan documentent le problème spécifique du ciblage des officiers et des opérateurs radio, ainsi que la réponse apportée. Les officiers retirèrent ou camouflèrent leurs insignes de grade visibles aux distances opérationnelles des snipers japonais. Les opérateurs radio prirent davantage de soin à dissimuler l'antenne, identifiant leur équipement. La formation des unités et les schémas de mouvement furent modifiés pour réduire le regroupement visuel du personnel autour des postes de commandement, ce qui facilitait la sélection des cibles pour un observateur sachant quoi chercher. Ces adaptations fonctionnèrent en partie. Elles réduisirent l'effet de ciblage spécifique en rendant l'identification plus difficile. Elles ne l'éliminèrent pas, car les snipers de l'IJA à Saipan occupaient leur position depuis assez longtemps pour observer les schémas des unités américaines avant que les modifications majeures ne soient mises en œuvre. De plus, les modifications elles-mêmes étaient imparfaites et appliquées de manière incohérente selon le niveau de sensibilisation des unités à cette menace. Ce que l'expérience de Saipan a démontré, et ce que les hauts commandants de Marines ont pris assez au sérieux pour l'intégrer dans la planification d'Iwo Jima et d'Okinawa, c'est que la menace des snipers de l'IJA en 1944 était qualitativement différente de celle de 1942. Non pas parce que la doctrine avait changé, mais parce que les hommes l'appliquant avaient acquis 2 ans d'expérience opérationnelle contre les forces américaines et avaient incorporé cette expérience dans leur pratique, rendant une doctrine techniquement inchangée plus efficace contre un adversaire tactiquement amélioré. C'est là la dynamique de l'adaptation militaire à son paroxysme. Les 2 camps apprennent simultanément. L'avantage va à celui qui apprend le plus vite, et sur la question spécifique de la doctrine de sniper, la vitesse d'apprentissage des 2 côtés dans le Pacifique était telle que l'issue opérationnelle de chaque engagement dépendait substantiellement de la combinaison spécifique d'entraînement et d'expérience présente de part et d'autre à ce moment et à cet endroit précis. Il existe un engagement spécifique à Iwo Jima qui apparaît dans plusieurs récits et qui illustre l'état de la lutte contre les snipers en février 1945, aussi clairement que n'importe quel incident peut capturer une dynamique opérationnelle. Une équipe de scout snipers, le caporal Lewis Freeman et le soldat Harold Watts avaient été chargés de localiser un sniper de l'IJA qui opérait contre les positions des Marines près de la base du mont Suribachi depuis 3 jours. Le sniper avait tiré 8 coups en 3 jours, enregistrant 6 touches, et n'avait pas été localisé par les 3 équipes de recherche qui avaient tenté de trouver sa position. Freeman et Watts passèrent les 12 premières heures de leur contre-opération non pas à chercher, mais à observer depuis une position offrant une vue sur le terrain d'où provenaient les tirs. Ils ne cherchaient pas le sniper, mais la logique de sa position. Les angles de tir, le timing par rapport au mouvement des Marines, les cibles sélectionnées, tout cela leur indiquait où se trouvait le tireur, ce qu'ils pouvaient voir et ce qu'ils ne pouvaient pas voir. L'après-midi du 2e jour, Freeman identifia une position satisfaisante aux contraintes géométriques observées.
une formation rocheuse à une distance et une élévation spécifique, offrant un champ de tir cohérent avec les angles de tir et correspondant à la doctrine de sélection des positions de l'IJA qu'on lui avait enseignée et qu'il avait fini par comprendre grâce aux mois d'expérience opérationnelle précédents. Lui et Watts approchèrent la position par une direction que la logique du poste n'avait pas prévue, se déplaçant pendant une période où l'activité des Marines dans la zone avait été délibérément réduite pour éviter de présenter des cibles qui confirmeraient ou infirmeraient leur approche à un observateur. Le sniper de l'IJ occupant la position avait 23 ans. Son nom, retrouvé sur ses effets personnels, était Kenji Yamamoto. Il occupait le poste depuis 40 heures. Il était mort depuis environ 6 heures lorsque Freeman et Watts l'atteignirent, tué par un obus d'artillerie aléatoire tombé suffisamment près. Son fusil était à ses côtés. Sa position était aussi bien construite que tout ce que Freeman a déclaré avoir rencontré en 2 ans d'opérations de contre-sniper à travers 3 campagnes du Pacifique. Il avait une gourde encore partiellement pleine, un petit paquet de nourriture, une photographie. Le récit de Freeman sur la découverte de la position de Yamamoto fut enregistré par un correspondant de combat du corps des Marines en 1945. Ce que Freeman en a dit, au-delà des détails tactiques, c'est que trouver une position aussi parfaite, si bien préparée, si soigneusement choisie et construite, occupée par un homme resté là 40 heures et mort d'un tir d'artillerie sans aucun lien avec l'action de Freeman, provoqua en lui une réaction à laquelle il n'était pas préparé. Il a dit qu'il avait passé 2 ans à apprendre à penser comme les hommes dans ces positions, à comprendre la logique du choix du poste, la patience, le rapport spécifique au temps, au terrain et à la cible que représentait cette position. Il était devenu très doué pour cela, et trouver Yamamoto mort d'un tir d'artillerie fortuit, après tout cela, après 2 jours passés à déterminer exactement où il se trouvait et comment l'approcher, était quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots. Il a précisé que ce n'était pas de la satisfaction. Il insistait sur ce point. Il a dit que c'était quelque chose qu'il n'avait pas pu nommer au cours des 4 mois ayant suivi l'incident. Il a ajouté que s'asseoir à la place de Yamamoto et regarder par l'ouverture le terrain en contrebas, voir ce que Yamamoto avait vu pendant 40 heures, a été ce qui l'avait rapproché le plus en 2 ans de ce travail spécifique, de la compréhension de ce à quoi il avait réellement affaire. Il ne put expliquer ce qu'il entendait par là d'une manière qui le satisfasse, lui ou le correspondant. Ce dernier l'enregistra malgré tout, au moment de la campagne d'Okinawa en avril 1945, tant l'ampleur de la préparation défensive de l'IJA que la qualité de la contre-capacité alliée avait atteint des niveaux faisant du combat de sniper la version la plus techniquement sophistiquée de ce qui avait débuté à Guadalcanal 3 ans plus tôt. La garnison de l'IJA à Okinawa, sous les ordres du général Mitsuru Ushijima, avait préparé le terrain des crêtes sud de l'île, particulièrement autour du château de Shuri, avec un schéma défensif intégrant les snipers comme élément structurel d'une défense échelonnée en profondeur. Les snipers n'étaient pas déployés à l'avant comme des chasseurs individuels, mais intégrés à des zones défensives spécifiques avec des champs de tir définis, des itinéraires de repli prévus et des priorités de cible reflétant les leçons tactiques de 3 années d'opérations défensives dans le Pacifique contre les assauts amphibies américains. Le résultat fut un problème de contre-sniper d'une complexité que les rapports de fin de mission de la 10e armée documentent avec un niveau de détail reflétant le sérieux avec lequel la question était traitée par des commandants ayant appris des campagnes précédentes. Ce que ces rapports documentent, dans le langage technique de l'évaluation militaire officielle, c'est qu'à Okinawa, la doctrine de sniper de Lee Ji-sae produisait encore des effets tactiques significatifs, mais que la capacité de réponse américaine et celle des Marines s'étaient développées au point où ces effets, bien que réels et coûteux, ne produisaient plus la désorganisation opérationnelle au niveau des unités qu'ils avaient provoquées auparavant. Le danger individuel restait inchangé. Un homme marchant sur certains terrains d'Okinawa en mai 1945 courait autant de risques face aux snipers de l'IJA qu'un homme marchant à Guadalcanal en octobre 1942. Ce qui avait changé, c'était la réponse collective. Les unités savaient à quoi elles faisaient la face. Elles avaient des pratiques pour y remédier, issues de l'expérience opérationnelle accumulée plutôt que d'une doctrine élaborée avant que l'expérience n'existe. Elles comptaient dans leur rang des hommes étant déjà passés par là et pouvant communiquer, par l'exemple et par des instructions spécifiques, ce que l'expérience exigeait des novices. Cette connaissance accumulée n'est pas mesurable comme le sont les calibres de fusil,
ou les distances d'engagement. Elle est réelle, elle a changé les issues, et elle a été achetée à un prix que les hommes ayant payé porteraient le reste de leur vie. Le bilan d'après-guerre de ce que les snipers de l'IJA ont coûté à la campagne alliée du Pacifique en perte totale est difficile à établir avec précision, car les victimes de snipers n'étaient pas systématiquement différenciées des autres tirs d'infanterie dans les systèmes de rapport de l'époque. Les estimations produites par les historiens militaires à partir des preuves disponibles suggèrent des chiffres de l'ordre de plusieurs milliers de pertes confirmées dues aux snipers sur l'ensemble du théâtre du Pacifique, le chiffre réel étant substantiellement plus élevé si l'on tient compte des incidents non confirmés ou non signalés. Mais le chiffre total des pertes, quel qu'il soit réellement, n'est pas la mesure la plus importante de ce que la doctrine de sniper de l'IJA a accompli. La mesure la plus importante est l'effet comportemental et psychologique sur les forces alliées tout au long de la campagne du Pacifique, documenté dans les récits personnels et les registres d'unités, et dont la réalité historique ne fait aucun doute sérieux. Ce que la doctrine de sniper de l'IJA a produit, c'est une qualité de peur spécifique, et différente des autres peurs du combat dans le Pacifique, ainsi qu'une forme particulière de discipline que les survivants ont développée en réponse, et un changement précis dans la manière dont ces hommes ont vécu certains aspects de leur vie ultérieure, changements pour lesquels les psychiatres des années 1960 et 1970 finiraient par élaborer des cadres cliniques descriptifs. En 1942, ces cadres n'existèrent pas. En 1945 non plus. Les hommes rentrés chez eux ont porté ce qu'ils avaient à porter et l'ont décrit avec les mots qu'ils avaient. Ces mots étaient souvent inadéquats, mais c'était tout ce qu'il y avait. Le sergent Thomas Brill, qui a servi dans le 7e régiment de Marines à Guadalcanal, puis à Peleliu et Okinawa, doit accorder un entretien d'histoire orale en 1978, dans lequel on lui demandait ce qu'il se rappelait le plus de la guerre du Pacifique. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a dit qu'il pouvait parler des combats. Il pouvait parler de la chaleur, de la boue, de la malaria et des hommes qu'il avait vus mourir. Pour ces choses, il avait des mots imparfaits, mais des mots. Ce pourquoi il n'avait pas de mots, c'était l'expérience spécifique de se déplacer dans un terrain où il savait que quelque chose l'observait et avait déjà décidé. Il a dit que cette expérience n'était pas restée dans le Pacifique. Il a ajouté que pendant des années après la guerre, marcher dans certains types de paysages, particulièrement des zones boisées à la végétation dense, provoquait en lui une réaction qu'il ne pouvait pas totalement contrôler, ni expliquer à quelqu'un n'ayant pas vécu ce qu'il avait généré. Il a avoué qu'il n'était toujours pas tout à fait à l'aise lorsqu'il marchait sous des arbres. L'histoire des snipers japonais dans le Pacifique n'est pas une histoire qui se résout de manière nette. Elle ne débouche pas sur une leçon sur la supériorité d'une approche tactique sur une autre, car la doctrine de l'IJA et la contre-capacité alliée furent toutes deux de véritables prouesses, ayant produit des résultats tangibles à un coût réel pour les deux camps. Elle ne se résume pas à une simple évaluation des hommes qui l'ont pratiquée, d'un côté comme de l'autre, car ces hommes étaient complexes comme le sont tous les hommes dans des situations extrêmes. Le carnet dans l'arbre, il y a la photographie dans la position, les 40 heures d'immobilité et la qualité spécifique de la confiance entre Freeman et Watts étaient tous réels, et aucun de ces éléments n'est entièrement capturé par les résumés tactiques des rapports officiels. Ce en quoi elle se résout, si résolution il y a, c'est en une compréhension spécifique de ce que la patience en tant qu'instrument militaire coûte réellement, non pas à l'ennemi, à l'homme qui l'emploie. La doctrine de sniper de l'IJA exigeait des hommes qui la pratiquaient une subordination de chaque besoin physique et psychologique aux impératifs de la position, maintenus sur des périodes testant les limites de l'endurance humaine. Les hommes qui l'ont fait parce que leur entraînement les y avait préparés, que leur culture le leur ordonnait et que leur compréhension spécifique de ce que la guerre exigeait d'eux les avait convaincus de sa nécessité. Ils avaient raison sur cette nécessité selon leur propre logique opérationnelle. Ils ne se trompaient pas sur ce que la doctrine pouvait accomplir. Ils ont payé ce succès d'une manière que les hommes, ayant découvert leur position plus tard, trouvaient ni parfois, comme Freeman, difficile à nommer. Thomas Brill est mort en 2003 à Sacramento, en Californie. Il avait 81 ans. Sa nécrologie mentionnait son service dans le corps des Marines et les 3 campagnes auxquelles il avait participé. Elle ne mentionnait pas ce qu'il avait dit en 1978 sur le fait de marcher sous les arbres. Une grande partie de ce que ces hommes ont porté n'est jamais entré dans les archives officielles. Là, certains fragments se trouvent dans les archives officieuses, les histoires orales, les récits personnels et les entretiens donnés aux historiens et correspondant au fil des décennies.
et une autre partie n'est entrée dans aucun registre du tout. Elle est simplement partie avec les hommes qui la portaient, comme le font certaines choses.